Chers amis, bien le bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission. On s'y retrouve, vous connaissez, on parle de beaucoup de choses. Et puis je suis bien entouré ce soir avec Claude. Bonsoir, je m'appelle toujours Claude. Ah bon, c'est rassurant. Je te mettrai un petit 5 sur 10 en termes d'introduction. Non, c'était pas bon. Elle était 5 sur 10. Je suis gentil, hein. C'est très gentil. C'est bon, c'est parce que je l'aime bien. Je me suis dit de se réintroduire comme ça avec... Non, ok. Bah, mais c'était une belle tentative. Merci. Thibaut, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Heureux d'être là. Ah, mais ça fait des années qu'il nous la ressort, celle-là. C'est pas... en plus, t'es je jaloux. m'appelle toujours Claude. Non, en plus, c'est jaloux. Je t'en mets 4 sur 10. Mais je suis sincère, par contre. Ah, voilà. Jean-Marie? On n'est pas très heureux, on n'est que 4. Mais je suis heureux aussi. Oh là 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 là. 13. Thibaut, Bon, 13. continue. Heureux. Non, mais faut... heureusement que tu me l'as expliqué. Ouais, c'est Ah non, non. plaisir. Non, mais Bon, là, continue. vous lui donnez une note en dessous, là, quand même. Claude, est-ce que tu regardes les émissions On s'y retrouve? Ja, genau. C'est quoi la dernière que tu as regardée? C'était sur Charlemagne. Je sens que ça t'a marqué. Je vois que tu cherches. Je n'étais pas d'accord. Sincèrement, je n'étais pas d'accord. C'est tout ce que tu te rappelles? Je me suis dit, purée, j'aurais dû être... C'était quelle émission? Comme ça, je sais que je t'inviterai jamais sur ces émissions-là, sur ces thématiques. Non, mais c'est déjà passé, du coup, la thématique. Et Mais c'était j'étais quoi? pas d'accord, j'ai pesté. Hein, mais c'était quoi? C'était sur la mémoire. C'était quoi? Dis-nous. Je me rappelle plus, sincèrement, comme ça. Mais je te le dirai en aparté, je suis en train de chercher, là, ça me revient. Ouais, comme ça, je te dénoncerai. Je dirais que t'es pas d'accord. Sinon, t'as le droit d'écrire hein, en commentaire. Si t'es pas d'accord, t'as le droit d'écrire. Mais j'ai déjà remarqué que tu choisis les chroniqueurs en fonction des sujets où tu sais que ça va pas trop... Non, alors quand je sais même qu'il y a deux avis contraires, des fois, j'aime bien vous mettre ensemble. Mais après, quand je sais qu'il n'est pas d'accord, mais il n'y a pas de fond, je prends quelqu'un qui a un fond, tu vois. Mais... C'est moins rigolo. C'est censé être animé, tu vois. Donc, Alors, ce soir, on a un petit sujet que je trouve intéressant. Ça m'avait été même évoqué si on pouvait l'aborder. C'est comment gérer une relation toxique. Pour remettre le cadre, une relation toxique, c'est une relation qui nous fait pas du bien, tout simplement. Hein. Tout ce qui est toxique nous détruit à petit feu pour certains. Donc, comment gérer une relation toxique? Peut-être pour faire le tour, est-ce que vous avez déjà été en contact avec Est-ce que vous avez déjà dû gérer des relations toxiques ou pas? Pas forcément dans votre rôle de pasteur, hein, dans votre rôle, je sais pas, d'ami ou dans la famille. Ou, enfin, si vous dites dans la famille, les gens ont envie de se sentir concernés, mais... Oui, on donne pas les initiales. Alors, Jean-Marie? Des relations toxiques, oui, je dirais que... effectivement, enfin, des personnes toxiques, oui, évidemment, j'en ai connu. Après, je peux pas dire que... En tout cas, je me suis jamais senti... impliqué dans une relation qui aurait été dans laquelle j'aurais été un peu prisonnier, tout de suite. Prisonnier, dépendant, etc. Et pour moi, la meilleure façon de la gérer, c'est de la couper, quoi. Bon, mais attends, si on tu peut passer à un autre sujet. Si tu réponds aussi vite. On passe à autre chose. Thibaut? Yes, alors... Moi, un peu, ce qui me revient un peu en mémoire, c'est une relation où, effectivement, il a fallu gérer le fait de prendre de la distance. Alors, effectivement, je pouvais pas couper avec cette relation, mais c'est vraiment de gérer quelle était la bonne distance à avoir et de maintenir la relation. Mais dès que j'étais trop proche, je me faisais tout ce que je disais pouvait être retenu contre moi et je me prenais entre guillemets des coups pas physiques mais on parle pas du mariage Thibaut là et je parle vraiment pas de mon mariage vraiment. Ça ressemble un peu touche pas à ma femme toi. Mais ouais voilà, c'était vraiment compliqué pendant tout un temps et Dieu merci les choses ensuite se sont améliorées. Donc t'as dû faire gaffe quoi. Ouais, c'est être extrêmement vigilant et c'est vraiment difficile parce que il y a un côté où les autres gens ne comprennent pas. Ouais. C'est-à-dire il y a des gens qui peuvent pas comprendre, mais effectivement, tu sais que pour ta survie, pour le bien-être même de la relation, ben effectivement, faut couper, il faut des fois prendre la distance. Claude? Moi, dans le cadre de mon métier d'éducateur, voilà, j'ai dû être confronté à des enfants qui étaient pris dans une relation comme celle-là, une relation que nous qualifions souvent de toxique, avec des parents alors que les enfants ils étaient placés quoi. Mm-hmm. Mais on voyait bien l'empreinte des parents toujours sur les enfants, même après des années de placement, et on ne pouvait pas, quoi qu'on puisse leur dire, on ne pouvait pas les en détacher.
Et quand les enfants rentraient le week-end chez les parents, ils revenaient, on savait que si on parle de toxicité, ça veut dire qu'il y a comme il y a un poison aussi. Hein. Oui. Et ces relations te nuisent à ton développement. Et on voyait les effets directs à leur retour du contact avec leurs parents. Je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont confrontées à ça quand ils veulent maintenant aider quelqu'un. Je pense où il y a certaines amitiés qui peuvent être des amitiés toxiques ou quelqu'un qu'on connaît depuis des années, mais qui est dévastateur. Je me rappelle, je lisais un auteur qui avait écrit tout un chapitre sur ça, en disant c'est essentiel de savoir aussi couper, se protéger, même si les relations durent depuis des années, en disant qu'il avait notamment un ami, mais qui, avec des années, est tombé dans l'alcoolisme et qui n'en sortait pas. Et il l'a hébergé chez lui, avec sa femme, ils avaient des bébés. Et jusqu'à un moment donné où il a fait très très peur, en fait, il est venu avec une arme, etc., sous l'alcool. Et là, il a dû complètement couper, en disant, mais même si ça me fend le cœur, je sais très bien que pour l'instant, cette personne n'est pas apte à sortir et je dois couper cette relation pour me protéger et protéger la famille. Alors, est-ce que peut-être dans votre rôle de pasteur, vous devez être particulièrement attentif à ça, ou dans, je sais pas, Thibaut, tu as été pas mal avec les jeunes aussi. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Je sais pas, Jean-Marie. Jean-Marie, tu t'es déjà occupé d'un groupe de jeunes quand tu étais plus jeune ou pas? Je t'ai jamais demandé. Oui, je me souviens, il y a très très longtemps. Mais c'est vrai, je t'ai jamais posé cette question. Mais oui, bien sûr. C'est vrai, tu as été jeune? Parce que j'ai l'impression que tu as toujours été vieux. Si, mais c'était juste, il y a longtemps, c'était juste avant la fin des derniers dinosaures, là. Il en restait encore d'autres. Non, mais vraiment, tu t'es déjà occupé d'un groupe de jeunes? Bah, bien sûr. C'est vrai? Bah, non. pourquoi pas? Ah, mais je te crois, hein, mais ça me fait bizarre. Tu le savais, ça? Non, on apprend. Non, il n'était pas né. Ah bah c'est le but d'On s'y retrouve, c'est bien. Même moi, j'apprends des trucs. Ok, mais du coup, alors, dans ces relations-là, comment vous avez fait? Essayez d'expliquer un petit peu, sans que les personnes se sentent tout de suite affichées, mais... En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est il y a deux notions. Il y a une notion de pas se précipiter, ouais. Sauf que dans certains cas, il faut se précipiter. Parce qu'il y a des relations toxiques où le jour où toi, tu l'apprends, je dirais presque que c'est presque trop tard, où il y a déjà un mal qui a été fait. Donc c'est un peu le côté des... Moi, il y a eu quelques fois où j'ai dû réagir très vite, mais là aussi, c'est réagir très vite, très fortement, tout en respectant la personne, mais en l'aidant, parce que des fois, cette personne-là est engluée dans cette relation toxique et est incapable d'en sortir. Je pense à des jeunes face à leurs parents, ou en même temps, c'est leur sécurité. Ouais. C'est leur souffrance, mais c'est leur sécurité. Et donc, effectivement, l'arracher, c'est impossible, en fait. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, tu la sors de sa sécurité. Mais en même temps, c'est son lieu de souffrance et presque d'agonie. Donc, c'est vraiment réussir à vraiment comprendre les enjeux, accompagner, donner la possibilité de partir, donner la possibilité de trouver une porte de sortie, sans pour autant s'ingérer dans quelque chose où t'as pas le droit, en fait. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que c'est souvent le cas pour les personnes qui essayent de sortir d'une relation toxique, c'est quand on parle notamment de la codépendance. C'est-à-dire, j'aide à... Vous voyez ce que c'est? Donc, j'aide quelqu'un qui est dans des problèmes et ça me valorise moi-même et sa souffrance me fait du bien. Donc, j'ai besoin de sa souffrance, il a besoin de moi dans sa souffrance et ça devient très vite malsain aussi. Est-ce que vous avez déjà dû, peut-être au début du ministère ou même alerter quelqu'un qui est dans une forme de codépendance avec quelqu'un d'autre? Est-ce que... je me dis même, Claude, toi aussi, au niveau de ton travail? C'était pas ma réponse, c'est une autre question, mais ce qui est très intéressant, je vais suivre un peu ce que disait Thibaut. Je crois qu'il va donner une image. C'est de dire, on peut, c'est-à-dire, ce verre est toujours rempli, sa fonction c'est d'être rempli. Mais à partir du moment où je le bois, il faut bien le remplacer par autre chose. Et Thibaut dit, ils sont dans une sécurité parce qu'ils n'ont connu que ça. Une fausse sécurité. Mais il suffit pas de dire, écoute, sépare-toi de tes parents et tout ira, mais pourquoi faire?
Pour aller où? Ouais, alors là, je pense que vous prenez le cas qui arrive souvent, mais qui est extrême. D'accord. Je parle même en termes d'amitié, etc. Comment vous avez conseillé, tu vois? Mais c'est en ça que j'aimerais, si tu me le permets, quelques secondes pour redéfinir la réalité d'une relation toxique, parce qu'on l'a pas, on pourrait, c'est assez vaste finalement quand on parle de toxicité. Une relation qui ne me donne pas le sourire, c'est-à-dire où je n'éprouve plus juste un plaisir dans la relation. Une relation où je ressens un mal-être. Une relation où je ressens une forme de violence. On a parlé tout à l'heure de dépendance. Une relation où la communication n'est plus fluide. Une relation où je ne peux pas être moi-même. Je suis objet, où je ne suis pas sujet. Je ne peux plus être moi-même, en fait. Je suis comme instrumentalisé. Et une relation qui me tire vers le bas. C'est ça. Tout ça, c'est une relation toxique. Ça veut dire que elle n'est pas juste définie par une personne. On peut être dans des relations toxiques, même dans un cadre. Je veux dire, je pense que nous ici, si on prend le temps de réfléchir à tout ça, on pourra considérer que dans l'une ou l'autre relation, on est comme emprisonné dans une. Elle ne nous fait pas de bien, quoi. Elle devient toxique. Et donc, enfin, entre pas faire du bien et être un poison, il y a quand même une gradation, quand même. J'entends. Moi, j'ai plein de relations où c'est moi qui tire les gens vers le haut, mais ils me tirent pas vers le bas, tu vois. Ouais, parce que je suis là pour les aider. Mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que le plus difficile pour nous, pour celui qui est dans cette relation, c'est d'abord s'apercevoir et reconnaître que cette relation, un, ne lui fait pas du bien, et deux, il ne peut pas la couper. Et trois, il y est dépendant à son insu. Vous me suivez toujours? Oui. Pas toujours à son insu. Parce qu'on est toujours dans des extrêmes quand on parle de relations toxiques. Mais tout dépend du niveau de toxicité. Oui. Et je pense que même dans des niveaux de toxicité bas, si on peut dire ça bas, on est quand même déjà infusé par quelque chose où on n'est pas à l'aise, quoi. Ou si chaque fois je veux voir mon... je sais pas, si t'as un beau-frère, t'es pas à l'aise, vous pouvez pas discuter ensemble, il attend de toi des choses, tu te sens emprisonné dans quelque chose. Ouais, je voulais pas que t'en parles maintenant. J'en ai que 2. Franchement, c'est pas cool. Hein. Non, mais c'est pour définir que je pense qu'on se rend pas compte que on pense toujours à la relation toxique dans l'extrême et dans la souffrance, mais des fois on est englué comme ça dans des relations auxquelles on ne peut pas se défaire, mais parce qu'elles créent en nous un mal-être qu'on ne peut pas, auquel on est lié. Et là, on est déjà dans une forme de toxicité. Ok, mais toi, t'aurais pu être politique. Parce que je te pose une question, tu me réponds à autre chose. Je t'ai demandé. Ça, c'est sa spécialité quand même. C'était quoi la question, par tu vois, donc t'écoutes pas en fait. Déjà, c'est de la toxicité, tu vois. T'écoutes même pas mon propos. Je me sens pas à l'aise. Donc comment vas-tu réagir face à cette toxicité? Je me sens empoisonné. Non mais Claude, je t'ai demandé. Toi, dans ton cas, je trouve ça intéressant. Quand t'étais éduc, t'es souvent face à des gens qui ont besoin d'attention, qui recherchent ça. Forcément, t'es, je dirais, à des relations potentiellement toxiques. Comment tu l'as géré concrètement avec en même temps ce rôle d'éduc? Éviter la notion de transfert, c'est-à-dire à un moment donné, ils vont vouloir, ça se fait de manière naturelle, remplacer le manque en s'attachant, parce qu'ils ont aussi des crises de l'attachement, qui peut se manifester par je n'arrive pas à m'attacher ou bien je m'attache tout de suite. Ouais. Et on se retrouve comme ça, pour nous les accompagnants, dans une relation qu'on n'a pas, où la personne attend, transfère en toi la dimension paternelle, la fonction d'époux, de fils ou je ne sais pas quoi. Et du coup, on rentre là dans une autre forme de dépendance. Et alors, comment t'évites justement? C'était quoi un peu tes trucs pour éviter cette notion de transfert? Ça part déjà par, pour moi, dire à quelqu'un, arriver que quelqu'un comprenne qu'il est dans une relation toxique, c'est déjà lui permettre, en tout cas lui donner les clés de pouvoir en sortir. Je ne peux pas éviter le transfert. Je peux prendre la distance, mais je ne peux pas éviter le transfert. La personne a besoin de moi, mais de le rendre conscient, écoute, de ce qui se joue, avec l'idée que dans le temps, il pourra s'en saisir ou pas. Tu lui en parles clairement, quoi. Mais oui. Et alors, est-ce qu'ils arrivent
à le comprendre, ou est-ce que, tu vois, des fois, t'as l'impression que c'est tellement nécessaire, ou c'est tellement douloureux au fond de la personne qu'elle peut même pas entendre, tu vois, raisonner. Moi, si je suis conscient que cet enfant, je vais aller sur un exemple que je connais, cet enfant de 8 ans, black, si je peux dire black, africain, tu peux dire ce que tu veux. A transféré en moi une dimension paternelle parce qu'il a été placé et qu'il a vécu sans son père. Ouais. Si j'en suis conscient, pour ma part, ça me permet de savoir comment l'accompagner. La distance à prendre et ne jamais rentrer dans finalement cette fonction paternelle parce que cette fonction de transfert, je ne pourrais pas l'habiter à fond. Ouais. Voilà. Donc pour moi, il faut être conscient de ce qui se joue dans le cœur de cet enfant et il faut lui parler, il faut pouvoir lui parler de son père. Donc déjà, alors peut-être pour la question de base, comment faire lorsque nous sommes emprisonnés dans une relation toxique? C'est déjà d'identifier soi-même, d'être conscient que l'autre a ce besoin-là, que l'autre qui est toxique est dans une problématique et réussir à l'aborder avec lui, c'est bien ça. Mais ils en sont pas capables, ou en tout cas, ils en sont pas toujours capables. J'essaie de retranscrire ce que tu disais, tu vois. Des fois, c'est là où nous, qui sommes à l'extérieur, on peut les amener à réfléchir, à se poser de vraies questions. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que, ok, tu aimes la personne, tu veux l'honorer, tout ça, mais t'es censé t'aimer toi-même. Dieu t'a donné une valeur à toi-même. Ouais. Mais finalement, là, t'es en train de mourir écrasé sous le fait d'aimer l'autre ou de tout supporter pour l'autre. Ou de le subir. Hein. Ou de le subir. Et donc, c'est de rétablir le fait de dire non, mais c'est... Parce que souvent, on va spiritualiser dans nos milieux, on va spiritualiser très vite les choses. C'est ça. Et donc, de dire non, t'as aussi une valeur et tu dois pas accepter l'inacceptable. Ouais. Et tu dois t'aimer toi-même. Si à un moment donné, tu t'acceptes de te laisser autodétruire, t'es en train d'être en rébellion contre Dieu, qui lui t'aime. Et en tout cas, pour moi, c'est le genre de discussion que j'ai déjà eu. C'est vraiment de rééquilibrer la valeur de chacun. Je pense qu'il y a aussi des limites claires à marquer. Moi, je le dis souvent, mais comme j'accompagne beaucoup de personnes qui ont des difficultés psy, il y a une limite claire où si quelqu'un l'a franchie, c'est que c'est fini, c'est le chantage au suicide. Parce que le chantage au suicide, si tu rentres dans ce cercle-là, il n'y a rien de plus vicieux que ça. Parce qu'à ce moment-là, la personne, qu'elle le veuille ou non, elle te tient en fait. Oui, elle prend autorité sur toi, bien sûr. Elle envoie un SMS et ça y est, t'as cours. Et je vois souvent, par exemple, et c'est pour ça aussi que je voulais amener ce sujet-là, des jeunes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont des mal-être, mais on a beaucoup d'autres jeunes qui veulent aider des jeunes qui ont des mal-être. Et qui se retrouvent de manière involontaire, mais embarqués dans une histoire sans fin, parce que la personne, elle a besoin d'attention, et que pour avoir cette attention, elle fait du chantage au suicide. C'est le problème du syndrome du sauveur. Ouais. Ça, c'est American Sniper, qui est un film qui est violent. Enfin, voilà, je fais pas la promotion de ce film. T'as l'air de l'apprécier. Mais en tout cas, mais parce que c'est le genre de film qui, de mon point de vue, en tout cas, fait vraiment réfléchir à des problématiques, dont cette problématique qui est pour moi une problématique très importante. Dans mon cas, ça a souvent été quelque chose où je dois être vigilant. Ce syndrome du sauveur, il fait qu'à un moment donné, tu vas t'auto-détruire. Et finalement, au lieu de sauver les autres, tu vas te détruire toi. Mais ouais, enfin, moi, il me semble, il me semble qu'il y a quand même il y a vraiment deux grandes catégories de relations toxiques. Il y a celles qui sont celles dont on ne peut pas sortir parce que la situation est comme ça. Un enfant peut être dans un foyer avec un père, je sais pas, par exemple, qui boit et puis qui fait la misère à sa famille tous les jours. Et l'enfant mineur, il est là. Cette relation le détruit, il l'a subi et il n'a pas la possibilité d'en sortir. Et puis il y a des relations qui sont toxiques, mais dans desquelles on pourrait sortir. Donc dans le premier cas, l'aide à apporter aux gens est vraiment difficile, mais dans le deuxième, si la relation dure et que la personne pourrait en sortir, c'est qu'elle a elle-même besoin de prendre conscience de la vraie nature de la relation. Peut-être elle est dans le déni, ou elle ne se rend pas
compte jusqu'à quel point ça la détruit. C'est ça. Et je pense que l'histoire d'aider toxique parce qu'on veut aider, etc., oui, ça peut arriver, mais je pense qu'il y a beaucoup de relations qui font du mal, qui sont, je sais pas, une personne, un couple de 50 ans, un couple de 50, 60 ans qui a à la maison une personne qui garde à la maison un des deux parents qui est Alzheimer violent, etc. Et eux-mêmes sont en train la maman, par exemple, est en train de partir en dépression. Ouais. Alors, ils le font parce que... Puis peut-être ils n'ont pas les moyens de faire autrement, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de possibilité, etc. Mais en même temps, ça les démolit. Et alors, c'est toxique, mais sans apporter à ça un coefficient moral ou de culpabilité. Celui qui est malade, il n'a pas choisi de l'être non plus. Donc, comment on les aide? Comment on peut aider les gens à dire vous ne pouvez pas sortir des circonstances de cette relation, mais comment vous pouvez prendre du recul dans votre tête pour le vivre autrement. Je pense que la plupart des cas difficiles, c'est des cas de la vie, courante. Ouais. Hein. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est bien si on donne quelques conseils pratiques pour terminer, mais je pense notamment aussi du cas où dans un couple, l'un des deux est battu, où finalement, factuellement, on peut, tu vois, moi je me rappelle notamment d'un couple... Factuellement, on peut quoi Je termine, mais je me rappelle d'un couple de jeunes qui n'étaient pas encore... qui sont pas au Seigneur, etc., mais où le gars battait la fille, tu vois, mais j'ai envie de dire, tu peux prendre ta voiture, partir, tu vois, de manière géographique, réellement casser ce truc, mais dans la tête, c'est installé. C'est ça. Et là, pour moi, il y a vraiment besoin peut-être même des fois d'un accompagnement professionnel ou de quelqu'un qui est capable de porter une partie de ta souffrance ou j'ai envie de dire, prends une partie de ce poison-là pour te montrer, regarde, c'est du poison, tu vois. Oui. Est-ce que tu as un peu des conseils, ou vous avez un peu des conseils pratiques pour quelqu'un? Il y a effectivement ces relations où on peut en sortir, ces relations où on ne peut pas en sortir, où on est, j'ai envie de dire, on est emprisonné dedans de manière physique, mais dans sa tête, dans son esprit, il faut réussir à prendre du recul. Alors comment faire pour prendre du recul par rapport à la situation? Mais le gros problème, je trouve, c'est d'arriver à démontrer, à faire prendre conscience à la personne que quelque part, elle y trouve malheureusement un intérêt. Si elle n'avait aucun intérêt, il n'y aurait rien à discuter, elle serait déjà partie. Donc, si elle reste dedans, c'est qu'il y a un lien qui l'empêche elle-même de couper. Où est ce faux intérêt cet élastique qui la ramène? Et puis, mais des fois, je pense qu'il y a vraiment un bon psy peut vraiment aider les gens. Hein. C'est le syndrome de Stockholm, le syndrome de la victime, où la victime est attachée à son bourreau, parce que au-delà de la souffrance, il y a aussi la notion de l'attachement et de culpabilité d'être attaché à celui qui nous fait mal, quoi. Mais pour moi, demander de l'aide. Demander de l'aide. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis conscient que je suis dans une relation qui me tire vers le bas et pour lesquelles je ne suis plus moi-même, j'ai besoin de demander de l'aide. Je m'en sortirai pas tout seul. Quand je suis dans un puits, j'ai besoin que quelqu'un me lance une corde pour pouvoir sortir du puits. C'est ça. Et accepter que je n'y arriverai pas et s'entourer de personnes qui sont capables, avec beaucoup de patience, de tirer la corde pour que je puisse mais c'est déjà du puits. Mais là, si la personne demande de l'aide, c'est que déjà le premier pas a déjà été franchi. Ouais. C'est qu'elle déjà elle est en capacité d'identifier le caractère nocif de cette relation. Beaucoup de femmes l'ont demandé. Vous vous souvenez, même avec les phénomènes MeToo et tout ça, beaucoup de femmes, on s'est aperçu que beaucoup de femmes demandaient l'aide, mais n'allaient pas au-delà
de l'accompagnement qui leur était proposé. C'est-à-dire, oui, je me sens pas bien, oui, elle le manifestait d'une manière ou d'une autre, une fois, 2 fois, mais n'avait pas le courage maintenant de faire cette démarche-là, comme tu as pu le dire, parce que c'est des démarches qui sont souvent longues, alors que la souffrance, elle est là. Oui. N'avait pas le courage d'aller déposer une main courante, d'aller porter plainte. Un enfant n'aura pas le courage de dire à sa maman, je ne rentre pas ce week-end. Ou bien un enfant qui n'a pas vu son père depuis des années et qui est en souffrance. Quand papa appelle, il faut que je réponde. Il faut que je réponde. Donc c'est de l'accompagnement qui prend beaucoup de temps. Moi, en tout cas, je suis entièrement d'accord. Peut-être de commencer aussi par dire, effectivement, on doit être le gardien de notre frère. Un peu, je disais ça dernièrement, mais c'est vraiment d'être capable d'être vigilants les uns sur les autres. Et effectivement, si on sent que quelqu'un est prisonnier ou comme ça, en tout cas d'essayer d'aider, de donner la possibilité d'exprimer les choses, de mettre les choses à la lumière, et ensuite d'aider à rétablir la vérité. Parce que là, il y a énormément de mensonges, on l'a vu, hein, énormément de mensonges qui s'accumulent. Et je rajoute, et je mets une petite parenthèse là-dedans, il y a aussi des mensonges dans le fait qu'aujourd'hui, on dit vite qu'une relation est toxique. Quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et alors qu'elle n'est pas forcément toxique, et qu'à un moment donné, au travail, tu as juste besoin d'apprendre à te soumettre toi. Oui. C'est-à-dire que là aussi, des fois, à force de parler des relations toxiques, ça devient une bonne excuse de dire telle amitié, elle est toxique. Non, c'est juste qu'on ne sait plus être résilient, pardonner, et que tout n'est pas non plus toxique parce qu'on n'est pas d'accord ou parce que... Donc là aussi, c'est rétablir la vérité. Et j'ai besoin d'aide, effectivement, des fois pour savoir, elle est où la vérité ? Est-ce que vraiment c'est toxique ? Et où c'est toxique ? Et qu'est-ce que je dois régler ? Bien sûr, presque aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais presque tous les couples qui sont en difficulté, enfin pas presque, mais beaucoup de couples qui sont en difficulté se séparent. Moi, il y en a plusieurs qui m'ont raconté, bien sûr, mon conjoint, mon ex-conjoint, je suis obligé de m'en séparer, c'est un pervers narcissique. Et voilà, alors... Voilà, comme ça, on met des termes... il y aura une très bonne émission qui va sortir à ce sujet. C'est pour ça qu'il en parle. Qui peuvent être des termes qui peuvent être, bien sûr, réels, réalistes, réels et techniquement vrais. Mais je veux dire, la profusion aujourd'hui de ces cas, quand même, laisse un peu songeur. Oui, je suis d'accord avec Thibault. Nous avons accepter pendant longtemps que tout soit couvé et que rien ne sorte de personne. Acceptons aussi l'autre extrême à un moment donné. Et sincèrement, acceptant... Ça veut dire quoi l'accepter ? C'est-à-dire, on a accepté pendant longtemps que personne ne dise rien de couple, que les femmes ne parlent pas, que les hommes ne parlent pas, que les enfants ne parlent pas, qu'on ne dise rien, que les familles soient comme des bunkers où rien ne se passe et que tout aille bien. Aujourd'hui, on voit bien dans la température, la saison dans laquelle on se trouve, on dit tout et on dit beaucoup de choses. Mais sincèrement, personnellement, ça me dérange pas parce que je pense qu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer. On vient de loin, il y a quelques... Ouais, alors après, j'avais pas prévu de faire un sujet sur le pervers narcissique, mais après, celui qui se fait accuser d'être pervers narcissique, lui, il aura eu du mal à dire, laissons-la exprimer. Oui, avec le temps, ça va se rétablir. Oui, laissez-moi faire le sujet du pervers narcissique sur l'émission du pervers narcissique. D'accord. Je comprends ce que tu veux relever. Je comprends ce que chacun veut relever. Après, est-ce que je suis d'accord avec tout ça, autre chose, mais t'as le droit de t'exprimer en tout cas. Mais je m'exprime. Mais pour moi, c'est sûr que c'est. Tu ne tires pas vers le bas. S'il te plaît. J'essaye, surtout pas Claude. Mais pour moi, c'est surtout en tout cas je suis d'accord avec Jean-Marie quand tu disais. D'identifier en fait qu'on est déjà dans une relation toxique, c'est le pas le plus important, le plus difficile, le plus et souvent on l'identifie quand on s'est déjà cassé les dents quoi. Donc quand on s'est fait vraiment mal. Maintenant même si on a l'impression d'avoir la tête au fond du puits, c'est encore possible d'appeler à l'aide et je pense que c'est important de le rappeler, il y a des professionnels, si vous êtes dans des églises, il y a des pasteurs, il y a des responsables, mais il y a des professionnels aussi liés à tout ça et puis après des fois il y a juste de bons amis qui sont juste une oreille attentive.
qui ont besoin juste, des personnes qui ont juste besoin de partager un peu de ce fardeau. J'ai beaucoup apprécié quand tu as dit, voilà, il y a des relations toxiques où on ne peut pas sortir de manière physique. Quelqu'un qui accueille un parent sénile et qu'un des deux, du coup, commence à sombrer en dépression. On va pas mettre le parent sur le trottoir à dire de dormir dehors, hein, c'est pas envisageable. Donc, je pense qu'il y a juste besoin aussi d'être entouré et peut-être sortir d'une relation toxique, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas forcément de couper totalement. Des fois, c'est pas possible. En sortir ou comment la gérer. Comment la gérer, comment vivre dedans sans être détruit. Mais pour moi, dès que tu la gères, t'es plus dans une relation toxique. Moi, des gens qui peuvent potentiellement me tirer vers le bas, un peu ce que tu disais Thibaut, prendre les distances nécessaires quand elles sont nécessaires, au moment, elle devient plus toxique pour moi puisqu'elle m'empoisonne plus, tu vois. Oui, mais enfin, si elle est chez toi, dans ton appartement, que tu peux pas, et que tous les jours tu subis. Mais c'est ça que je dis. C'est quand même. Ouais. Mais je la fais sortir un jour sur deux. Juste rétablir le truc aussi que voilà, les personnes séniles ne sont pas toujours toxiques. Voilà. Comme ça, que ce soit pas vécu, entendu. C'est gentil que tu aies compassion pour Jean-Marie. C'est bien. Franchement. On voit que tu T'as vu, franchement, il a un cœur vraiment, c'est beau, hein. Claude, vraiment que. Bon, il t'aime vraiment. On va avancer parce qu'on a un super témoignage. J'essaie de réfléchir un peu à des témoignages de vie. C'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui ont fait des choses, qui sont passées dans l'émission, et je trouve que des témoignages de vie, c'est aussi encourageant. Je veux bien un peu d'eau, Claude, pendant que tu es à faire du bruit sur toute l'émission. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble accueillir Lucas Fink, qui est là avec nous. Hello Lucas. Bonjour. Alors, est-ce que tu vas bien, Lucas? Ça va, merci. Est-ce que vous connaissez tous Jean-Marie, toi, tu le connais? Oui. Thibaut, tu le connais aussi. Claude, est-ce que tu connais Lucas? Non, on s'est rencontrés là. Il y a pas... Ah, c'est ça, hein, tu le connaissais pas. Hein. Non, Ben, je trouve ça intéressant. Lucas, tu es engagé aussi notamment dans la jeunesse. Tu es chez nous à l'église depuis combien d'années? 2017, peut-être 2016. 2016, 2017. Et si je t'ai fait venir, c'est pour que tu puisses nous partager un petit peu ton histoire. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un titre, etc. Et honnêtement, j'ai juste noté témoignage de Lucas, parce que je trouve que c'est juste ton témoignage en fait qui est encourageant et exhortant. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et après on va revenir sur le début. Ok. Du coup, Lucas, 22 ans. Je viens du secteur de Colmar. Je travaille à Colmar aussi dans une petite blanchisserie hospitalière. Je suis référent de service, rempli de défis, c'est intéressant. Et puis du coup, je suis investi dans la jeunesse et dans les équipes d'intercession de l'église. Voilà, c'est un des rares jeunes qui a particulièrement à cœur l'intercession. Wow. C'est une denrée rare, donc trop content. Ouais. Et alors explique-nous un petit peu déjà, on va revenir sur ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance pour comprendre ensuite un peu ton parcours et tout ce que tu as vécu? Ok. Donc du coup, moi j'ai été pris en charge par la protection de l'enfance tout de suite à ma naissance. Ma maman est toxicomane, mon papa est toxicomane, plus avec de l'alcoolisme. Donc dénoncé par la famille, entre guillemets, qui ont fait des lettres, etc. aux médecins. La protection de l'enfance, en fait, a juste attendu que je naisse et du coup a placé ma maman dans un centre spécialisé. Donc au moment de ta naissance, tu as été placé directement? Ouais, j'ai été pris en charge directement par la protection de l'enfance. J'ai été mis à la Pouponnière, à Mulhouse, du coup. Voilà, dans un cursus, on va dire, banal pour la situation. Et du coup, je voyais ma maman dans les services. Et mon papa, par contre, du coup, ne m'a pas reconnu. Comme il avait une petite image, on va dire, politique, sans trop... Voilà. C'est pas non plus un grand politicien, on est dans un maire, un truc comme ça, je sais plus trop quoi exactement. Mais du coup, l'image collait pas, en fait. Enfant toxicomane, j'avais un dossier comme ça quand je suis né, enfin voilà, c'était compliqué. Donc voilà, démarrage plutôt complexe, mais tout en étant pris. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le parcours, parce que tu dis le parcours classique dans une situation comme ça, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? Tu as parlé de la pouponnière, ouais. De quel âge à quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas les termes exacts, peut-être Claude, tu pourras m'aider. Mais du coup, normalement, quand la famille... Donc moi, c'est ma famille qui a fait une lettre en disant voilà, que ma maman n'était pas en capacité. Effectivement, elle n'était pas en capacité. Et donc, il y a un terme, mais je me rappelle plus, ça va au... C'est une ordonnance. Voilà, une ordonnance, exactement. Qui va auprès du juge. Et le juge qui va mettre en place un placement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc avant le placement, si j'ai bien compris, dans les rapports, il y avait une démarche d'aider ma maman en fait. Dans cela. Donc ça veut dire que il lui avait préparé un logement, etc. pour
pour apprendre, essayer, voilà. Donc tout ça, malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc je suis resté en pouponnière. Donc le démarrage, on va dire, pris en charge par le service médical, les éducateurs, etc., etc. Donc tu es accompagné tous les jours. C'est eux qui te font grandir, en fait, c'est ça? Voilà, ouais. Et tu n'es pas seul, tu es dans un groupe aussi d'autres enfants qui sont comme d'autres enfants dans la même situation. Okay. Et du coup, j'ai des rapports semaine par semaine à la maison de toute mon enfance, comme ça. Ah ouais, tu m'en avais parlé. Hein, détaillé. Tu as eu le droit d'avoir tous ces rapports-là, etc. Ouais, voilà. Ok, donc tu grandis dans ça. Alors peut-être ma première question, qui, je sais pas, peut-être pour vous ça vous semblait évident ce parcours, mais dans ma tête, c'est quand on a quelqu'un comme ça, le juge en général essaie de le placer dans les familles directement. Ça se passe pas comme ça ou automatiquement c'est pouponnière ou... Tu vois, la famille qui a dénoncé, est-ce que c'est pas elle qui normalement a... Alors en tout cas, de ce que je comprends, la politique de la protection de l'enfance, effectivement, c'est on essaye de mettre dans les familles. Tout simplement pour des raisons, c'est qu'on n'a pas de place pour les enfants, il faut être clair. Et, mais là, j'ai une famille compliquée. Ok, donc en plus c'était compliqué dans le reste de la famille. Voilà. Okay. Ça n'a pas marché. Et donc tu as grandi en pouponnière jusqu'à quel âge? Alors, moi j'ai eu une exception, normalement c'est jusqu'à 3 ans, mais j'ai eu le droit de rester jusqu'à 4 ans. Par la grâce de Dieu, encore une fois, parce que du coup, parce qu'il m'avait un peu oublié dans le processus et j'avais une place encore là. Okay. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'à partir de ces 4 ans-là, ils se sont rendus compte, du coup, il y avait un souci dans la procédure, visiblement, et il y a une place en famille d'accueil qui s'est ouverte, et une famille d'accueil chrétienne, du coup, dans laquelle j'ai pu rentrer après. D'accord. Est-ce que on va arriver sur le moment de la famille d'accueil, mais tu as beaucoup de souvenirs de ces 4 années, du coup? Pas du tout. J'ai un souvenir, c'est que... du coup, vous avez des troubles quand vous commencez comme ça. C'est que moi, j'avais un trouble j'étais maniaque, donc je rangeais tout dans la pouponnière, en fait. C'était un de mes troubles que j'avais développé. C'est un trouble un peu pratique, du coup, aussi. Ouais, pour eux. Ouais, il y a pire. Hein. C'est mieux que celui qui croit devoir tout déranger tout le temps. Ouais, c'est ça. On vous met dans la même chambre. Ce qui est paradoxal, c'est que je faisais des grosses colères, quoi. Donc, tu vois, je veux dire, je rangeais pour tu t'énervais et tu cassais tout après. Donc, c'est juste ça que je me rappelle, avoir un balai toujours en main et ranger mes jouets dans mon petit bac. Je me rappelle du lit que j'avais et le petit bac que j'avais, et puis voilà. Ouais, c'est ça, forcément, ça doit être... Moi, en plus, j'ai mon deuxième qui vient de naître, donc t'es nouveau dans les débuts, dans les nuits de sommeil courtes, etc. Mais tu te dis, c'est horrible de dire, dès que t'es né, tout de suite, on a dû te placer, etc. Ça fend le cœur quand tu te dis qu'il y a des bébés qui doivent passer par ça pour commencer. Mais donc ensuite, t'as été placé dans une famille d'accueil. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde est placé dans une famille d'accueil en passant par la pouponnière ou certains vont à l'orphelinat ou quelque chose? Non, on va dire le parcours classique, c'est quand même le foyer. Hein. Mais là, il y avait une place. Okay. Aujourd'hui, on n'a plus trop de place dans les familles d'accueil. Et là, encore une fois, par la grâce de Dieu, je vais le dire souvent, mais c'est vraiment la grâce de Dieu, il y a eu une place qui s'est libérée dans une famille d'accueil. Et du coup, on estimait que c'était mieux pour un enfant, quoi. Ok. Et donc, avec le parcours. Et donc, t'es allé dans cette famille d'accueil, tu disais que c'était une famille d'accueil chrétienne, c'est ça? Ouais. Alors, explique-nous un petit peu. Du coup, je suis arrivé dans cette famille d'accueil avec déjà pas mal de bagages et un sale caractère. Donc, une famille d'accueil incroyable qui avait gardé déjà 36 enfants, si je ne me trompe pas, quand je suis arrivé. Donc, elle était presque à la retraite, en fait, à 10 ans près. Et donc la maman qui s'occupait de la famille. Hein. Ouais, c'est ça, la famille d'accueil. La personne, il n'y avait qu'une madame, pas de monsieur. Une histoire un peu aussi complexe dans la famille, mais voilà, ça avait été accepté. Et donc je suis arrivé là-dedans, c'était à Auderen, on habitait là-bas dans la vallée. Et puis voilà, elle a fait son travail, elle l'a fait merveilleusement bien. Et il a fallu apprendre à m'amadouer au début. Elle me racontait que... Voilà, moi, je me cachais derrière le canapé, en fait, parce que, a priori, je devais être traumatisé ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle me lançait un peu les capes-là pour que je vienne et on construisait un château ensemble. Et au fur et à mesure, on a créé cette relation, cette proximité, etc. Et il y avait d'autres enfants aussi? Oui, alors il y avait un ado qui est très vite parti. Et après, on a eu elle a eu, du coup, un bébé de 3-4 mois, tout de suite, qui est arrivé. Voilà... Donc on était à 2, et puis après on est vite... elle avait 3 agréments, donc ça bougeait, quoi, en fonction des urgences, etc. Ok, ouais, d'accord. Et tu es resté combien de temps dans cette famille? Jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à tes 18 ans, t'as pas bougé? Formidable. Ouais, j'ai eu la grâce.
enfants. Quelque chose qui devient rare aussi maintenant. Clairement. Oui, mais oui. Clairement. Et on avait la pardon. Non, vas-y. J'avais la chance d'avoir une famille d'accueil qui ne prenait pas de vacances, en fait. Ça veut dire qu'elle, on était tout le temps, quoi. Même quand elle était en vacances, elle nous gardait, quoi. Ça veut dire qu'en temps normal, alors bon, certaines personnes diront que c'est une faute professionnelle, etc., mais en temps normal, quand elle prend des vacances, tu dois aller dans une autre famille d'accueil ou dans une autre structure, quoi. C'est ça, quoi. Et on a eu la grâce de... Elle prenait pas ses vacances. En fait, on était ses enfants pour elle. C'était vraiment un accueil comme ça, quoi. Et il y avait des contrôles qui étaient effectués, etc. Ouais, alors vous avez les contrôles de la PMI. Donc, c'est une institution qui donne l'agrément ou pas. Donc voilà, ils viennent à la maison, ils te disent... bon, c'est beaucoup de règles, etc. Bon, ça, c'est propre à la famille d'accueil, quoi. Et puis les éducateurs, quoi. Ok. Voilà. Donc finalement, toi, t'as grandi, mais t'as peu grandi avec les éducateurs aussi. C'était surtout avec elles. Ouais, oui, parce que, enfin, il y a quelques défaillances aussi dans la protection de l'enfance. C'est que moi, j'ai eu, en tout, je dois avoir 26 éducateurs en tout qui sont passés, des gens que j'ai même pas rencontrés. Donc, du coup, vous n'avez pas du tout de proximité avec vos éducateurs, hein, sans vouloir être des fois pour toi. Mais c'est les réalités du terrain, c'est comme ça. Mais ouais, c'est ça, ouais, on a toujours avec ma famille d'accueil, celle qui faisait le suivi, quoi. Alors, je fais une petite pause sur ton histoire, mais Claude, l'envers du décor, comment tu vois un peu les choses pour des parcours comme celui de Lucas, Quand tu es éduc, comment tu dois te sentir impuissant de dire, punaise, il a eu combien 20 éducs Mais nous, un côté frustrant aussi. Mais c'est la réalité aujourd'hui du travail social, de la protection de l'enfance. Ça veut dire, finalement, on est rentré là dans des métiers, comme les uns les autres, où des fois, on reste 1 an par-ci, 2 ans par-là, 3 ans par-là, sauf que le public avec lesquels on est, c'est des publics qui ont déjà vécu des ruptures dans leur vie. Ouais, des ruptures avec des crises de l'attachement, et qui n'attendent que d'avoir des référents, des personnes auprès desquelles ils peuvent s'appuyer et avancer. C'est des humains en construction. Et on assiste ces dernières années ces dernières années, t'es encore jeune, mais à ce délitement là où les éducs, il reste 2 ans par-ci, 3 ans, 4 ans. Mais de leur choix ou parce que c'est comme ça que le système est construit maintenant? Il y a de tout, ou par manque d'éduc, Alors, ça, je pourrais te donner plusieurs raisons. Manque de vocation, parce que pour quelques-uns, c'est qu'un métier. Si je trouve mieux ailleurs, j'y vais, en fait. Pour d'autres, le travail social est quand même éreintant. C'est-à-dire un éducateur qui a travaillé dans le secteur de la protection de l'enfance pendant 4 ans, 5 ans, qui a vu tellement de choses. À un moment donné, il veut souffler, prendre un peu de distance. Alors il va changer de public. Il va dire, bon, je quitte chez les enfants, je vais aller plutôt en précarité, au niveau de la pauvreté, parce que tu peux pas tenir comme ça, ou bien dans le handicap, des choses comme on a encore cette diversité. Et aussi les contraintes liées au métier, le salaire, plusieurs raisons. Mais c'est vrai que on le sait et on le voit. L'attachement, ces jeunes-là aujourd'hui, tu leur dis tu es éducateur, puisque je travaille encore avec des jeunes quand je leur dis je suis éducateur, souvent je fais attention parce que ça peut avoir une connotation négative en fait. L'éducateur n'est plus non, parce qu'il va me référer ou m'associer à tous les éducateurs qu'il a croisés. Il fait partie du système. Voilà, qui ne lui ont rien apporté ou qui n'en avaient rien à faire de lui. C'est ça. Alors, t'es éducateur, ok. C'est ça, ok. Et le défi, en tout cas, que moi j'ai rencontré, c'est que chaque éducateur avait aussi sa façon de gérer la chose. Donc vous avez des gens qui sont, on va dire, pro-famille, donc restent dans la famille, mais il y a des éducateurs qui, du jour au lendemain, m'ont dit, il faut qu'ils partent en foyer, il est trop compliqué. Tu vois. Donc en fonction de la personne, après par la grâce de Dieu, souvent ils partaient vite, mais tu vois, tu changes de personne. Donc c'est lui qui commence à l'idée de nouveau ton parcours et qui va être une influence auprès du juge ou etc. ou de la, enfin il y a plein de gens quoi. C'est ça, Ok, alors je reviens sur ton parcours. Donc dans la famille d'accueil, donc il y a la maman, elle a des enfants aussi. En plus elle avait des enfants. Donc, il n'y avait pas de mari, si j'ai bien compris aussi. C'est un cas exceptionnel, mais en temps normal, on doit avoir un mari. D'accord, mais donc c'est vraiment sa vocation aussi. Comment toi tu fais, parce que t'es arrivé, t'avais 4 ans, t'es reparti, t'avais 18 ans, comment tu fais pour
pour avoir un peu des points de repère, tu vois. T'as pas ton papa non plus. Tu revoyais ta maman à ce moment-là ou pas? Ouais, dans les services de la protection de l'enfant. Tu la voyais quoi, tous les week-ends, Non, alors c'était assez intense au début, c'était 3 fois par semaine. Ok. On descendait du coup au Douro, enfin du coup maintenant l'ASE. Une visite médiatisée. Médiatisée, ouais, c'est ça. Ok. Donc, Et comment s'est développée justement cette relation avec ta maman? T'étais conscient au début, tout de suite, t'étais conscient, ça c'est ma maman. Mais il y a un facteur que, alors je pourrais pas l'expliquer quand j'étais enfant, hein, mais après c'est les psys, etc. qui m'ont expliqué, c'est que déjà tu es dans une, il y a ta famille d'accueil, il y a ta maman, donc il y a déjà une concurrence en fait entre les deux, parce que du coup, pour moi, mais c'était 2 mamans quoi, j'avais 2 mamans, pour moi c'est ça le souci, et je passais plus de temps avec pas ma vraie maman qu'avec ma maman, et surtout dans quel état ma maman venait, elle était toxicomane alcoolique, je l'ai vue dans des états, je m'en rappelle encore aujourd'hui quoi. Tu vois, donc il y a des trucs qui marquent, et puis t'es impacté, en fait, tout simplement par le fait. Il y a des dessins dans mon dossier où je marque, en gros, avec des traces de sang et tout ça, maman arrête devenir alcoolique, tu vois. Devenir alcoolisée, tu vois. Enfin, il y a des vrais... Il y a un impact aussi dans ces temps que tu vois avec ta maman. Et c'est pas pour rien, du coup, que t'étais dans des rencontres médiatisées. Oui, c'est ça, oui, c'est normal, il y a un cadre, quoi. C'est ça, ouais. Mais du coup, tu vois tout ça. Donc, à quelque part, ta maman, et je me rappellerai... La dernière fois où j'avais 10 ans à peu près, où je lui ai dit clairement, mais je veux plus te voir si tu viens alcoolisé et drogué, tu vois, j'avais une conscience. Et c'était la dernière fois que je la voyais, tu vois. Parce que 3 mois plus tard, elle a fait une overdose médicamenteuse et puis c'était décès, quoi. Mais ça, quand t'es enfant, c'est compliqué. Parce qu'après avoir une phrase comme ça, tu te dis, elle s'est suicidée en fait à cause de toi. Ah oui. Tu vois. Et puis il y a plein de choses qui trottent dans ta tête, etc. Tu vois. Bah alors justement, c'est aussi pour ça que pour moi c'était important de raconter ton histoire, parce que on va voir après, ça se termine. Enfin, elle n'est pas terminée ton histoire, t'as 22 ans, mais ça s'embellit, je dirais. Mais donc tu te construis jusqu'à tes 10 ans, t'as 2 mamans en fait, en gros dans ta tête, avec un peu je dirais un peu une concurrence, comme tu l'expliques comme ça. Ouais, il y a un terme technique, mais je sais pas Claude si tu connais, mais Concernant le fait que tu as 2 mamans, donc t'es en... Il y a un terme technique, mais voilà, ça veut dire ça, quoi. Tu peux avoir un conflit de... ça me reviendra. Ouais, il y a un terme, bon. Ah ouais, maintenant t'es pasteur stagiaire, t'oublies les termes professionnels. C'est ça. Ça va vite, hein. Continuons, ne nous dispersons pas. On parlait des séniles tout à l'heure. Dualité émotionnelle. Ça s'est retourné contre toi. Merci Jean-Marie. Voilà, les séniles, regarde, prends exemple. Mais donc tu te retrouves dans cette situation, et ensuite t'as le choc aussi de la perte de ta maman, je dirais de sang. Comment tu le vis? Alors t'as dit c'est à cause de moi, etc. Mais comment tu le vis par rapport à dans ta famille, intérieurement? J'ai l'impression qu'en fait, c'est un chantier. Malheureusement, mais chez les enfants comme ça, qui grandissent comme ça, c'est des chantiers. Et ils arrivent à construire 3 étages, et puis tu as 2 étages qui se cassent. Ils doivent en reconstruire 3, et puis c'est toujours un peu un chantier perpétuel, et avec plein de fragilité à la fin, au final, quoi. Mais en fait, comment moi je l'ai vécu, ce qui était difficile, c'est que j'avais pas de sentiments. Ça veut dire que j'éprouvais pas de colère, j'éprouvais pas de tristesse, je faisais des colères, mais pas en étant colérique, en ayant le sentiment de la colère. Ça veut dire que, en fait, je me sentais un objet. Ouais. Tu vois, j'étais ramené à un objet. Tu fais ci, tu fais pas ça, tu vas là, tu fais ci, tu vas autre chose, ça, tac, tac, bim, boum. Et en fait, tu suis une liste comme ça. Et en fait, le décès de ma maman, ça m'a heurté, parce que oui, t'es un enfant, je me rappelle de pleurer les larmes, mes tripes, hein, sincèrement, et d'être bloqué par le chagrin. Tu rencontres, moi j'ai rencontré ma demi-sœur la première fois de ma vie à l'enterrement de ma mère, quoi. Donc, c'est joyeux, quoi. Mais il y a plein de choses qui t'impactent comme ça, mais en fait, je pourrais pas te dire, voilà, je me rappelle, alors c'est peut-être un peu dur à dire, mais j'ai plus pleuré pour mon chien qui était décédé, parce que c'était vraiment... Alors, c'était mon meilleur ami quand j'étais enfant, que pour ma maman. J'avais beaucoup plus d'affection pour mon chien. Mais après, il y a quand même... dans le secret de ton intimité, ça a quand même commencé à trotter, dans le sens où tu te dis, c'est de ta faute, etc. Qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'elle me disait toujours, t'es la seule, t'es ma raison de vivre, en fait. Ouais. Moment, tu vois. Donc, avec des phrases comme ça, et le jour où elle décède, un enfant, il fait A plus B. Il dit, c'est ma faute. C'est ça, oui.
Et donc, il a fallu travailler, etc. Après, j'étais suivi par les psys et tout ça. Mais là, j'étais vraiment compliqué. Hein. J'étais compliqué. Sincèrement, c'était un enfant compliqué. Quand tu dis je, excuse-moi, quand tu dis je, c'est prendre sur toi la responsabilité de quelque chose que tu as subi. Oui, c'est ça. Oui. Et on te dit tu es compliqué, non, tu n'es pas un enfant compliqué, tu es un enfant qui a manqué de ce dont il avait besoin pour se construire et qui s'est construit à partir de rien et qui a fait à partir du rien qu'il avait. Et finalement, on arrive, cet enfant, c'est terrible. Parce que tous les enfants que j'ai eus en foyer, on les décrit de compliqués, mais ils sont pas là par hasard, les amis. Ils sont compliqués, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause de... Ça me fait penser à une petite histoire. Alors, c'est pas du tout dans ton cas à toi, mais Sylvia, il y a pas longtemps, donc ma femme, elle a dû amener mon fils. Il y avait pas de médecin, donc il y avait des gros pics de fièvre. Elle a dû aller aux urgences, donc attendre 4 heures. Aujourd'hui, c'est ça notre pays, la réalité. Donc, elle a dû attendre 4 heures pour voir un médecin. Donc, mon fils était en pic de fièvre, en pleurs, il en pouvait plus. Il était en pleurs. Et le médecin lui dit quoi? Il dit c'est un petit grincheux, lui. Hein. C'est ça. Non, il est malade. Il est malade, en fait. Ouais, mais du coup, pour rebondir sur la situation, moi-même qui travaille à l'hôpital, je comprends ce médecin. Parce que derrière, ce médecin, il s'est peut-être mangé 4 gardes d'affilée, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis d'accord avec toi. J'ai détruit ton truc, je suis désolé. L'adulte ici et oui, tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Et c'est l'interprétation. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, c'est de t'enfermer dans ça. Oui, c'est ça. L'arbre qui a poussé comme ça parce qu'il n'a pas eu de tuteur, c'est pas parce que c'est un mauvais, c'est pas parce que l'arbre est mauvais, c'est parce qu'il n'a pas été accompagné. C'est ça. Mais les deux, si je peux me permettre, mais les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'effectivement, il a subi des fautes, mais le péché qui était en lui le rend mauvais aussi. Donc pour moi, on ne peut pas juste dire que les gens sont des victimes. Enfin, on est victime, mais on a aussi en nous le c'est péché pas de sa faute s'il était compliqué, mais il était quand même compliqué. Ouais, voilà. C'est ça. Après dans ses choix, mais il faut quand même dire, on part pas tous de la même base. Quand il dit « je suis compliqué », ça veut dire qu'il renvoie à lui-même comme une forme de responsabilité de son caractère et de sa personnalité. Mais c'est ce qu'on t'a dit aussi. On t'a dit « mais tu es compliqué ». C'est la vérité. Et tu te l'es... Il était compliqué. Oui, mais je comprends ce que tu dis, parce que en fait, pour moi, c'est un équilibre. C'est ça, mais c'est la démarche aussi. Là, t'as créé des tensions, merci Lucas. Maintenant, je suis désolé, c'est pas vrai. Je ne reviendrai plus, c'est promis. Vas-y. Mais c'est cette démarche, de pouvoir amener et de s'exprimer en fait, tout simplement. Et à partir du moment où tu t'exprimes, et c'est là où Dieu est rentré en fait dans ma vie, c'est qu'il y avait tellement rien n'allait partout. Tu vois, à l'école, ça n'allait pas non plus. J'avais une dyslexie puissance 1000. Tu suis un parcours classique quand tu es dans une famille d'accueil, etc. Scolaire, un parcours scolaire? Ouais, t'as l'étiquette du gars qui est en famille d'accueil, quoi. D'accord, ouais, mais c'est le même cursus. Tu vas à l'école comme tout le monde, oui, je vais à l'école comme tout le monde. Ouais, c'est ça, mais t'as des aides en plus, je suppose que tu développes... Moi, j'avais des aides en plus en dyslexie, ouais. D'accord. Mais parce que c'était l'orthophoniste qui avait prescrit, quoi. D'accord. Il faut faire un dossier et tout le tralala, quoi. Mais je suppose que les enfants qui sont justement dans des familles ou en foyer, etc., ont du retard scolaire, des difficultés scolaires aussi. Je crois qu'il y avait un truc à la ZE qui permettait d'avoir un rattrapage par les éducs ou un truc comme ça, quoi. Mais j'ai jamais assisté à ça. Alors justement, revenons-en à la foi, parce que tu nous disais que tu as grandi dans une famille chrétienne. Ça signifie quoi ? D'être enseigné, c'est ça. Et puis d'être enseigné. On t'apporte la bonne nouvelle, quoi. On t'apporte l'évangile. Après, il y a la dimension d'être dans une famille d'accueil qu'il faut être. Il y a des défis énormes. Tu peux pas parler trop non plus. Ils sont sous pression par la PMI, c'est clair. Mais moi, j'avais le droit parce que, en fait, le fait d'avoir perdu ma maman, je suis passé sur un statut de pupille de l'État. Donc, ça veut dire que c'était le préfet qui avait l'autorité sur, on va dire, parentale sur moi, quoi. Entre guillemets, quoi. Donc, il y avait des réunions avec tout le monde autour de la table, patati patata, il faisait ça. Et à ce moment-là, j'ai demandé, moi, j'ai envie d'aller à l'église, est-ce que j'ai le droit ? Ils m'ont dit, tu fais une lettre, ça ne nous dérange pas, il y a énormément de chrétiens dans la protection de l'enfance. Et puis voilà, ils m'ont dit, ok, c'est bon, voilà. Et puis moi, j'ai fait mon chemin. On n'était pas ici, on était dans une autre église. Et j'écoutais. J'écoutais, je faisais mon chemin, j'avançais. Mais il y avait toujours ce côté où, comme je m'exprimais jamais, je m'exprimais à Dieu, en fait. Donc j'y allais à fond, mais je le laissais pas me parler. Donc ça veut dire que pendant un moment, ça n'allait que dans un sens, quoi.
Donc je parlais. Et je me rappelle, j'ai été convaincu par Dieu, une expérience toute bête en étant tout jeune, je crois que j'avais 11 ans. Moi, je méditais beaucoup, j'étais tout souvent dans ma chambre pour être loin de plein de choses dans ma chambre, je m'enfermais dans ma bulle. Et je me suis mis sur le rebord de ma fenêtre et il y avait des nuages qui passaient et le soleil qui venait comme ça. Alors ça paraît un peu mystique, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, je disais à Dieu, comme un enfant, je disais à Dieu, je dis, Seigneur, si fais-moi un signe de là-haut, je sais pas comment, etc. Et à un moment, le soleil se lève et le nuage passe. Enfin, c'était un truc bizarre, quoi, mais juste jour-nuit, quoi. Et moi, en tant que gamin, je dis, Seigneur, si je dis jour, fais en sorte que le soleil fait comme ça, et si je dis nuit, fais en sorte que, tu vois. Et puis comme ça, et je me rappellerai toute ma vie, ça s'est passé comme ça, donc je disais jour, nuit, comme ça, comme un enfant. Et j'ai été convaincu à ce moment-là, et je suis persuadé que c'est Dieu qui m'a fait un petit clin d'œil, et à partir de ce moment-là, je savais que Dieu existait, tu vois. Ouais. Et après, j'ai commencé juste à lui parler dans ma méditation, en fait. Et il est venu dans mes temps. Je pouvais passer des heures et des heures assis. Hein. Pendant 8 heures, des fois, j'étais là assis et je réfléchissais dans ma vie. Et j'ai discuté avec Dieu, etc. Et à fur et à mesure, il m'a touché. Et ça t'a, après, à partir de là, ça t'a apaisé au niveau de ton ressenti général, ta façon d'être avec les gens, tout ça? Pas tout de suite. Ça a été long. Ça a un vrai parcours avec le Seigneur parce que du coup, ça n'allait que dans un sens. Donc, je laissais pas Dieu me toucher, en fait. Et à partir du jour où j'ai laissé Dieu me toucher, c'est que ma famille d'accueil, donc à l'âge de mes 17 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas au stade 4. Donc, elle est restée pendant 1 an, 1 mois et 5 jours avec nous et puis elle est décédée. Quand j'ai eu 18 ans. Et en fait, j'ai rencontré le Seigneur dans cette période-là. En fait, j'étais à terre, hein, je vous le dis sincèrement, j'étais à terre. Hein. C'était complexe. Et dans ces temps-là, j'ai vraiment rencontré le Seigneur et il m'a touché, mais d'une puissance et d'une grâce que je pense que pas grand monde a pu connaître, quoi, à un moment. Wow. Et c'est dans ce moment-là que... Je me rappelle de cette période. Hein. Tu nous avais demandé, tout le groupe de jeunes, on avait prié aussi pour elle. Et puis c'était... et je dois dire que effectivement, à partir de ce moment-là, moi j'ai vu même chez toi une évolution dans ton caractère, dans ta prise de conscience qui a été phénoménale. Et c'est aussi pour ça que je voulais que tu puisses raconter cette histoire, parce que tu l'avais témoigné un jour, chez les jeunes, tu as perdu ta première maman, tu as perdu ta deuxième maman. Et ce qui m'a motivé à te faire venir, c'est que je te connais maintenant et je vois en toi une vraie stabilité, tu vois, une stabilité d'un gars de 22 ans, mais qui est droit dans ses baskets, tu vois. J'en vois qui sont partis avec un parcours beaucoup plus simple et qui sont plus instables que toi. Aujourd'hui, tu as ton appart, tu as ton travail, tu as des responsabilités dans ton travail. On a des fois discuté sur les challenges que c'est d'avoir des responsabilités comme ça, etc. Comment t'interpréterais, j'arrive sur la conclusion, parce que ça fait 1 heure déjà qu'on discute ensemble, mais comment t'interprétais, t'excuses pas, c'est très bien. Comment t'interpréterais le fait que, alors je sais ce que tu vas me dire par la grâce de Dieu, mais avec d'autres mots si t'arrives, mais que tu deviennes stable. Est-ce que des fois t'as des questions et tu trouves des gens vers qui tu les poses? Tu vois, je pense notamment, ça me vient à l'esprit, mais je pense à quelqu'un qui a perdu son papa et qui me partageait juste de désir des fois de partager des choses importantes ou des questions, tu vois, sur un truc tout bête, tu vois, passer son permis, à quoi je dois me préparer, etc. Et du coup, j'en ai discuté avec cette personne-là aussi, de lui donner des conseils et tout, sans essayer de prendre un rôle. Mais c'est comment tu fais sur des moments clés? Tu vois, je sais que tu es en couple. Je peux le dire, tu vois, je sais que t'es en couple, mais est-ce que tu t'es posé des questions, comment tu te construis quand t'as tes repères qui sont en place, tu sais vers qui aller, mais quand tu les as pas, je dirais sur terre, comment tu fais? Ça va peut-être une réponse un peu bateau, mais oui, du coup, la grâce de Dieu, je dirais, je crois que il y a eu toute une dimension qui s'est ouverte à moi, en fait, dans mon intimité. Et en rentrant dans mon intimité avec le Seigneur, en parlant dans le secret de ma chambre, en ouvrant ma Bible, etc., il y a déjà un enseignement déjà dans la Bible, etc. Mais il y a eu cette notion où c'était fou, c'était de se dire, Dieu te met, tu vis plus dans
tu vis plus dans ce problème, en fait, tu vis avec ce problème. Il y a comme une distance. Une distance, un recul. Et par exemple, le spectacle de Noël, là, qui disait Noël vu du ciel, et d'un coup, je me suis dit un peu, mon problème vu du ciel. Et tout a commencé à changer, toute ma mentalité. Et là, du coup, moi, je me rappelle de Nico et Angélique Peugeot, qui ont été pour moi des vraies béquilles dans ces moments-là, où on discutait simplement, tu vois. Et même toi, on a passé des heures, des fois, à discuter. Je me rappelle la fois où je t'ai fait un vocal de 8 minutes. Ça m'a bien pensé. Je crois que mon esprit a dépassé ça. mais, ouais, en fait, c'est difficile de s'ouvrir à une personne, parce que vous avez parlé avant de toxicité, etc. Mais je pouvais être propre à être quelqu'un de toxique, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, il y a plein de choses aussi comme ça. Oui, quand tu dis que t'étais... Moi, je t'ai vu des fois un peu... quand t'en avais ras-le-bol, t'en avais... Ah, mais tu le savais. oui. Il y avait des notions où... Il paraît doux, mais je t'assure qu'il y avait du piment dedans. Ouais, mais il y avait une force, des fois, j'étais bien... Ouais. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu dirais que l'Église a été, je parle de l'Église locale, tu vois, a contribué aussi et t'a aidé? Je me dis des fois certains se sentent tellement seuls par les liens de sang, mais il y a d'autres liens aussi. On parle de liens spirituels. Est-ce que ça t'a aidé? Ça t'aide à te construire? Ça te rassure? C'est un peu là comme un tuteur sans le nommer comme ça, tu vois. Ouais. Moi, là où je me rappellerai dans cette période-là, dans ces 1 an et 1 mois et 5 jours, c'est que à chaque fois que je vivais un truc avec le Seigneur, j'arrivais à un Pâques jeunesse et il y avait la cerise sur le gâteau qui faisait la conclusion dans la prêche de ce que je vivais dans la semaine, tu vois. Donc il y a eu un accompagnement, des fois sans le vouloir. Maintenant, je dirais que l'Église a des fois a aussi ses défaillances, comme tout ce que j'ai pu rencontrer. Et il y a tellement de problèmes, en fait, il y avait tellement de bagages que tout le monde peut... Personne, je crois, est en capacité de porter ça par Dieu, tu vois. Donc, il y a une notion où tu te dis... moi, j'allais aider les gens, j'avais ce cœur, le Seigneur travaillait dans ma vie, etc., pour aider les gens, mais j'apprenais jamais à partager, à part avec Nico et Angélique, et encore, ça restait des fois réduit. Mais voilà, ouais, je parlais sans trop parler, quoi, tu vois, c'était... jamais vraiment confessé, même si aujourd'hui je l'apprends maintenant dans une relation à JSP, j'ai rencontré Matt, où on est maintenant dans une relation amicale vraiment trop bien, où on parle, on commence à exprimer son cœur, etc., etc. C'est génial, mais j'ai jamais au début dans l'église... du mal à avoir ces relations, ouais, c'est ça. Est-ce qui est si énorme? Moi, je me souviens, en tout cas, c'était frappant, puisqu'effectivement, moi, je me souviens du rendez-vous de baptême dans cette période-là. Et je me souviens des obsèques. Enfin, vraiment, c'était une période. Mais ce qui m'a toujours marqué, c'est vraiment de voir Lucas vraiment s'attacher à Dieu. C'est ça. Effectivement, pas être celui qui s'ouvrait le plus. Enfin, moi, je me souviens avoir essayé de l'aider au début. Mais il avait quand même une certaine autonomie. Ouais, c'est ça. Où effectivement, on était là, mais on n'est jamais devenu... on n'a jamais eu une plus grande place, je dirais, de véritable tuteur ou comme ça, ou par la grâce de Dieu, et peut-être je le souligne moi en étant spectateur, de voir Dieu vraiment devenir ton repère. C'est ça. Mais c'est vraiment l'intimité avec le Seigneur qui a tout fait, quoi. Ouais. Mais il y avait de tels soucis, alors on n'aura pas le temps de tout développer, mais à un bout d'un moment, je me suis retrouvé 3 mois dans la maison familiale avec pas de logement, des études à finir, plus de carte bancaire, il m'avait bloqué les comptes, j'avais des problèmes de santé, vu à tout ça, je n'existais même plus aux yeux de la sécurité sociale, quoi. Donc vous accumulez tac, et oui, à un bout d'un moment, en fait, il a fallu toujours être grand. On disait toujours, sois un grand garçon, tu vas y arriver, nanana. Ouais, mais c'est extraordinaire, parce qu'il y en a qui décrochent, hein. T'en as qui décrochent de tout. Oui, mais c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a offert le courage d'avancer, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais à quelque part, il y a aussi j'ai pas vécu d'adolescence, tu vois, aujourd'hui, maintenant, il faut que j'apprenne des fois à m'amuser, à relâcher, alors sans partir en vrille et tout ça, on est bien d'accord. Non, mais t'as un peu de marge, je te rassure. On voit comment tu t'amuses. Mais tu vois, voilà, ouais. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je peux poser une question? Tu peux. Par rapport à ta maman, ta vraie maman, et ton père, est-ce que, je ne sais pas si c'est une question un peu personnelle, vas-y. mais est-ce que toi, ça t'a été après un moment
difficulté par rapport à eux, de dire mais pourquoi ils n'ont pas pris soin de moi, pourquoi je suis parti avec tout ça, parce que facilement on dit facilement faut pardonner, mais bon là quand c'est aussi fondamental comme ça. Tu pardonnes plus facilement celui qui t'a volé ton stylo au travail. Comment on fait ça? Est-ce que pour toi ça a été une difficulté, non? Je vais le redire, mais la grâce de Dieu, encore une fois, parce que ce qui a été fou, c'est que je peux comprendre mon papa aujourd'hui sur son point de vue et je comprends ma maman sur ce qu'elle a vécu. Et même quand tu vas plus loin et que tu cherches en fait l'histoire de la famille, le contexte, alors je vais pas ouvrir parce que on va dire que voilà, mais tu te dis c'est ouf quoi, tu te dis mais c'est terrible déjà tout ce qu'elle a comme bagage en fait derrière elle-même. Et tu te dis, c'est ouf qu'elle a réussi. Tu vois, je me dis, même c'est Dieu qui a réussi à la garder encore jusqu'à mes 10 ans, quoi. Tu te dis, et c'est impressionnant parce que tu peux pas avoir de la rancœur ou quoi que ce soit parce qu'elle s'est battue avec ce qu'elle avait, en fait. Elle avait pas Dieu, elle avait rien de tout ça. Donc elle a fait avec ses forces. Et ce qu'elle a fait déjà avec ses forces, c'est énorme. Et pour mon papa, alors c'est un peu plus complexe parce que du coup, tu l'as revu? Ben non, justement, je l'ai jamais connu, ce monsieur. Mais j'ai eu écho que il a été parce que du coup, quand j'ai cherché mon dossier, un dossier comme ça, la madame me dit voilà, votre papa, il est dans une église évangélique. Alors elle me présente ça comme un truc un peu sectaire, tu vois. Je dis ah d'accord, ok. Et elle me dit oui, il a été guéri a priori de sa toxicomanie, je sais pas quoi. Elle me dit bon, vous avez son nom et puis si un jour vous voulez entamer des démarches, vous avez mon mail et tout ça, et on regarde. Bon, j'ai jamais encore fait le pas, parce que je pense que ça prend du temps, il faut, voilà, ça se réfléchit. Mais je me dis, voilà, il y a quelque chose où lui aussi était emprisonné dans quelque chose, en fait, tout simplement. Donc pourquoi lui en vouloir? C'est pas enfin, c'est lui qui, bien sûr, c'est lui qui a commencé, et après, c'est ces substances qui l'ont rendu addict, tu vois. Mais j'aurais pu aussi tomber dans l'addiction, enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Mais c'est là où tu as décidé de lui pardonner, quoi. Mais j'avais même pas de rancœur, en fait. Tu vois, il y a pas eu cette démarche de se dire bon, je lui pardonne. Le Seigneur m'a donné la grâce de voir plus loin, avec toujours, tu vois, ce recul, tu vois, vu du ciel, comment ça se passe, quoi. D'accord. Cette mentalité. Moi, alors peut-être c'est intéressant parce que ça me renvoie à moi qui ai vécu sans mon père toute ma vie. Et qu'en fait, effectivement, moi, j'ai jamais ressenti le besoin de pardonner mon père. Parce que j'ai l'impression que la vie normale, c'est comme ça, en fait. Ça s'est fait sans lui. Et c'est comme ça, en fait. Je pense que c'est peut-être plus difficile quand tu subis des actes concrets. Une mauvaise relation. Je pense, en tout cas. Ou quelqu'un qui était là 5 ans et qui est parti, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. Je pense que c'est peut-être plus difficile. En tout cas, ces questions-là reviendront. Tu es un jeune, tu as 22 ans. Mais oui. De manière cyclique. Parce que la vie est un cycle. Aujourd'hui, j'ai le double, grâce à Dieu. Amen. Bon, un peu, je me rapproche un peu du double. Déjà. Pardon? Ah, tu l'as taclé avant, fallait pas. Oh, purée, ça fait mal, hein, je l'ai pas vu venir. Mais ces questions reviendront à un moment donné. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu seras un peu plus prêt, encore plus armé pour pouvoir y répondre. De manière cyclique. Quand tu vas toi-même arriver à ta paternité, ces questions vont revenir encore. Oui. Et tu vas devoir encore trouver d'autres réponses. Et quand tu vas arriver en tant que papy, ces questions vont revenir. Donc, tu es en construction. On est déjà franchement, très encouragé par ce témoignage. Merci Ben, merci. C'était pour moi important aussi de montrer que c'est possible. C'est là où je trouve extraordinaire de dire quand tu as Dieu, Amen. Finalement, tu n'as besoin que de Dieu. Peu importe la base, peu importe le point de départ, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de gens qui auraient parié sur le fait qu'à 22 ans, tu sois stable, tu vois, parce que moi, je peux le témoigner. Le démarrage n'était pas... moi, je peux le témoigner, Lucas est stable, vraiment, tu vois, mais personne n'aurait... Enfin, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient parié ça. Je me rappelle d'une prof d'SVT qui m'avait dit une fois, ça m'a encore marqué, qui m'a dit que j'allais finir dans un carton, dans la rue du Sauvage, là, à Mulhouse, et elle m'a dit que le jour où elle passerait, elle me botterait les fesses, quoi. Alors, elle a pas utilisé le mot fesses, mais tu vois, il y a... Tu as son nom, parce que là, c'est intolérable. Non, mais c'est comme ça, Mais je veux dire, voilà, tu vois, c'est... Mais c'est ça.
Et tu as croisé quand même pas mal de gens qui n'avaient pas tous de la pédagogie. Dis-le que après, j'étais pas non plus le en mec Alsace, on est bien fournis. Donc. Mais j'étais complexe à l'école aussi. Tu sais, je me suis fait renvoyer de 2 établissements scolaires. J'avais plus de 700 heures de colle, eu des fiches de suivi. Les profs, je les ai aussi fait suer, quoi. Mais c'est là où, pour moi, une fois que tu rencontres Dieu, et je sais que tu en es conscient aussi, on a déjà discuté, c'est ce que tu disais, Claude, c'est que tout n'est pas terminé. À 22 ans, tu n'as pas fini. L'âge adulte était à 30 ans chez les Juifs, c'est pas pour rien aussi. Moi, je crois que tu as des caps qui sont importants, et tu le disais que tu vas être papa, tout à coup, tu te reposes des questions fondamentales. Et ça me fait penser à Jérémie, qui l'a déjà témoigné, en disant, mais mon père m'a jamais dit je t'aime, mais parce que je sais que Dieu m'aime, j'ai toujours eu. Ça a été possible pour moi en fait de le dire facilement. Mais quand tu rencontres Dieu, tu as toutes les ressources nécessaires pour pouvoir être solide en fait, tout simplement, parce que peu importe le point de départ sur terre, celui qui t'a voulu avant qui que ce soit, ça reste Dieu. Donc si tu le trouves, t'as ce socle-là. Mais c'est important pour moi de montrer une histoire comme ça, même si elle est pas, t'as pas 50 ans, donc c'est encore cool. Il y a plein de nouvelles choses qui vont se passer. C'est ça. Mais moi, je suis pas inquiet pour la suite parce que je sais que, et tu l'as dit Thibaut, tu sais où trouver tes réponses, tu vois. On se donne rendez-vous dans 20 ans. Pour on s'y retrouve. C'est une belle histoire. Et je trouve vraiment aussi que... Et il a fait la formation JSP. Bien sûr. Formation des responsables. C'est quelqu'un sur qui je sais qu'on peut compter, même spirituellement. Moi, je t'ai confié des gens, je sais que tu prends soin d'eux, donc ça fait du bien, en fait. Alors, il y a eu des évolutions aussi. Il y en aura encore. Et il y en aura encore. Il y en a encore chez nous, donc... Oui. Mais là, c'est une phase plus simple. Il y a eu des moments où il était... c'était un peu plus... Après. Il était plus âpre, c'est bien dit comme ça, tu vois. Et ça prouve aussi que cette dame qui t'a élevé, quoi, ta seconde maman, là, même si elle était, sûrement pas parfaite comme on comprend, mais en tout cas, en le faisant avec amour, elle a quand même fait quelque chose c'est un exemple d'extraordinaire. Elle a consacré sa vie. C'est énorme, hein. C'est énorme, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, hein. Franchement. Ça, c'est un beau témoignage. Hein. Ça, on sait où elle le retrouve au ciel aussi. Hein. On va prier ensemble ? Oui. Ok. Claude, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît ? Pour le... Il a rien écouté. Pour ce qu'on a dit, pour Lucas, pour il n'était pas là, il n'était pas là. D'accord, pardon. Oui, Seigneur, nous sommes tellement encouragés. Nous sommes tellement encouragés d'écouter ce témoignage et nous voulons te rendre gloire. Comme Lucas a pu le dire, c'est grâce à toi. C'est ta grâce et ta grâce seulement. Nous sommes tellement encouragés. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu continues à faire dans sa vie. Nous voulons prier pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, nous avons parlé des relations toxiques. Seigneur, et peut-être quelques-uns se sont retrouvés dans l'histoire de Lucas avec un parcours tout aussi compliqué. Et aimeraient vivre ce témoignage, cette grâce. Seigneur, nous prions que tu les aides. Nous prions que naisse de l'écoute de ce témoignage, Seigneur, une foi qui va leur donner de croire à nouveau que tout est possible, quel que soit leur passé, quelle que soit leur histoire. Seigneur, nous prions que ceux qui se reconnaissent comme étant dans une relation toxique, Seigneur, demandent de l'aide. Et la première aide, c'est vers toi qu'il faut se tourner. Tu es capable de donner l'aide. Et nous prions pour nous aussi. Seigneur, aide-nous à avancer. Aide-nous à avancer. Merci Seigneur. Merci. Amen. Merci particulièrement à toi, Lucas. Merci, avec Lucas. grand plaisir. Pour ton partage. Excellent. Merci à vous trois. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour une nouvelle émission. Vous savez, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur le site de l'APO, en podcast. Vous pouvez partager un témoignage encourageant comme celui-ci. On n'a plus envie de se plaindre toute la soirée, au moins, après cette histoire. Donc, que Dieu vous bénisse. Toute la semaine. Toute la semaine, oui, c'est vrai. Non, mais certains, déjà, rien que dire la soirée, c'est déjà pas mal. Hein. À bientôt, rendez-vous vendredi. Bientôt. Ciao. Ciao.